Bonjour, je vous remercie de participer à cette conférence en ligne. Alors tout d'abord, je verrai vos chats, je répondrai tout le long de cette conférence par la suite, bon, évidemment pour les éléments qui sont les plus intéressants, et si toutefois je ne réponds pas, en tout cas, à toutes ces questions par la suite. Alors, bon, je me présente, Christophe Hott. Oui, donc je suis kinésithérapeute, ostéopathe, orthopédiste, podologue et posturologue. Alors, vous allez me dire, bon, pourquoi avoir fait toutes ces professions? Quel est l'intérêt, tout simplement? Et ça, je l'entends trop souvent. Oui, je vois que ça commence déjà à chatter sur ce point. En fait, c'est tout simplement parce qu'il y a des incohérences dans chaque profession. Il y a des éléments qui ne sont pas clairs. On a toujours un problème de compréhension pour discuter déjà entre nous. C'est ça qui est un peu triste, c'est que vous avez des professions qui sont un peu trop basées sur la statique, d'autres sont un peu plus sur la dynamique. Mais en définition, tout le monde a sa théorie. On a aussi nos préjugés qui sont culturels, même malgré tout au niveau thérapeutique. Il y a des éléments qui ressortent sans cesse. On ne sait pas trop pourquoi ça perdure dans le médical alors qu'on est des professions scientifiques. Et ça reste illogique, mais ça perdure. Alors, j'ai voulu répondre un peu à pas mal de questions qui restaient en suspens. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, j'ai commencé par la kinésithérapie. Ensuite, j'ai abouti à la podologie, l'ostéopathie, l'orthopédie, puisque c'est conflictuel par rapport à la podologie. Ensuite, j'ai voulu être plus globaliste, aller vers la posturologie, mais malgré tout, il restait trop d'incohérences. Et il m'a fallu quand même une bonne dizaine d'années pour réussir à bien ficeler l'orthokinésie, finalement, une méthode qui fait le lien entre toutes ces professions. On va même plus loin, puisque on va faire le lien aussi avec la dentisterie. Bon, j'ai la chance d'avoir un frère qui est dentiste, donc je me suis intéressé de près à la dentisterie. On s'est intéressé aussi à la rééducation au niveau oculaire et oculomotrice. Et bon, déjà par la posturologie, on est un peu obligé, mais l'orthokinésie est en somme un lien direct entre la rééducation en biomécanique statique et la biomécanique dynamique. C'est-à-dire qu'en Europe, la posturologie est très statique, hein, on est plus dans une méthode posturale fixe, alors que les Américains, eux, sont beaucoup plus dans l'analyse biomécanique, l'analyse du mouvement. Et le lien entre les deux est un peu difficile. Donc, il y a toujours ce conflit entre l'Europe et les Américains. Et l'orthokinésie, finalement, c'est le lien entre les deux. On va partir du bilan, on va rechercher les causes, aussi bien en statique qu'en dynamique, et on va pouvoir proposer des traitements qui sont actifs. Bon, la différence donc, par rapport à des thérapies classiques, c'est qu'on va proposer des traitements dynamiques qui vont avoir aussi une action concrètement sur la statique posturale. Alors, dans la méthode, on a la rééducation en kiné posturale orthodynamique, ce qu'on appelle la rééducation kinépode. Alors, c'est une rééducation qui va s'effectuer avec des sangles. C'est des sangles qui sont modulables et ajustables, des sangles élastiques, où il y a différentes densités. Et le thérapeute va les adapter en fonction du souhait de travail, selon les chaînes musculaires, selon les muscles en lésion. Tout va dépendre du but souhaité. Est-ce qu'on veut renforcer un muscle? Est-ce qu'on veut l'aider et faciliter sa coordination? À ce moment-là, on pourra faire de la proprioception aussi dynamique. Alors, dans ce type de rééducation, c'est vrai que c'est facilement utilisable, par exemple, pour des scolioses, se dire qu'on va oser mettre le corps dans un état de lésion. Alors, l'intérêt, c'est de se dire qu'une scoliose, une personne qui a une scoliose se trouve normale. Elle se regarde dans le miroir. Bon, certes, elle peut voir qu'elle a une colonne qui est déviée, mais personnellement, elle se sent normale. Chacun pense qu'il est normal. Donc, on est entre guillemets, dans une normalité qui nous est propre. Alors, l'intérêt, c'est d'essayer de renforcer les muscles qui sont à l'opposé de la concavité. On va dire, si on a une personne qui a une colonne qui est inclinée vers la gauche, eh bien, on va essayer de l'amplifier grâce aux sangles. On va essayer d'aggraver son déséquilibre. Donc, si on l'amplifie et qu'on le ferme dans sa lésion, il va être obligé d'essayer de revenir vers sa déformation. Donc, plus qu'il va essayer de revenir vers sa normalité. Donc, l'intérêt ici, c'est de se dire, on va amplifier pendant 20 minutes, une demi-heure, la lésion de la personne
pour l'obliger à revenir vers sa déformation. Et de cette manière, elle va renforcer les muscles opposants qui vont permettre le réajustement de sa colonne vertébrale. Alors, évidemment, quand on joue dans un état de lésion, on ne peut pas se permettre de le faire toute une journée. Quand on va jouer sur des sangles comme ceci, si c'est pour un scoliotique, ce sera pour une période éphémère. On va rester ça sur une rééducation entre 20 et 30 minutes maximum. Bon, après, si on a le but de soulager, par exemple dans une période aiguë et qu'un scoliotique souffre fortement, on peut aller dans le sens de la correction pour raccourcir les muscles qui le mettent en souffrance et afin donc d'être dans une aide activo-passive momentanée, et là on pourrait le garder pendant plusieurs journées. Alors ça va être pareil pour les patients neurologiques, hein, une personne qui a une hémiplégie, si on lui met ces types de sangles, on va pouvoir l'aider. Donc le but c'est de l'aider, mais sans l'empêcher de travailler. Alors, ce que je voudrais dire tout simplement à titre d'exemple, c'est que si on prend une insuffisance des releveurs et qu'on a un muscle tibial antérieur qui est trop faible que pour relever le pied complètement, le poids du pied est trop lourd. Donc, vous avez beau lui demander de lever, il n'y arrive pas. Si vous mettez une sangle qui passe par l'avant et qui va tracter, tout simplement comme un releveur, mais que vous essayez de trouver le point moteur, c'est-à-dire que c'est juste une aide pour arriver à faire en sorte que cette personne, si elle peut porter juste 20 grammes, eh bien, elle n'ait plus qu'à porter 20 grammes et que la sangle fasse la différence. De cette manière, elle va pouvoir travailler, elle ne va pas se retrouver en surentraînement ou entre guillemets, c'est un peu comme si on vous demandait de marcher avec 400 kilos sur le dos alors que vous pouvez en porter que 200 maximum. Bon, ben, vous allez jamais démarrer, vous allez rester cloué au sol. C'est un peu le problème de l'hémiplégique. On lui demande beaucoup trop. Et l'intérêt donc dans ces pathologies neurologiques, c'est d'ajuster avec des sangles pour aider la musculature, mais favoriser leur rééducation au minimum. Ensuite, une fois que la musculature va pouvoir respirer, pouvoir refonctionner normalement, on va pouvoir diminuer la tension des sangles pour pouvoir évoluer. Alors, ces sangles peuvent aussi être utilisées dans le sport. Un sportif qui va vouloir redémarrer suite à une blessure, il va avoir un frein, il va avoir une crainte, la peur de refaire le geste lésionnel. Et là, on va pouvoir le faciliter grâce au sangles. L'intérêt, c'est qu'on ne bloque pas en mouvement, on va le limiter dans les excès. Par exemple, une entorse de cheville, on pourrait faire en sorte que la cheville soit limitée en inversion excessive, mais le mouvement sera toujours possible. Donc, contrairement à du tape rigide, là, on reste toujours dans le fonctionnel et on jouera sur un rappel à chaque fois proprioceptif. Ensuite, il y a la rééducation manuelle orthokinésique. Et ça, c'est une manipulation où on va travailler en mouvement. Donc, on a tendance à travailler dans l'état lésionnel. C'est-à-dire que si vous avez, à nouveau, bon, je prends l'exemple du sportif qui va shotter dans un ballon, il va se faire une déchirure des ischio-jambiers, eh bien, on va peut-être pas aller jusqu'à la déchirure, hein, c'est tout simplement une contracture, et il va avoir une crainte à repasser dans cette amplitude quand il va revenir lors de son sport, lorsqu'il va devoir rechoter dans le ballon. L'intérêt, c'est de se dire, voilà, le patient n'aura pas la même réaction musculaire lorsqu'il va travailler dans son état lésionnel en dynamique que lorsqu'on va le mettre sur une table couchée où le muscle va être détendu. Et on n'aura pas aussi le même effet quand on va travailler sur un patient sur une table que lorsqu'on va le travailler en dynamique par le simple fait qu'on a la mémoire lésionnelle. Le patient inconsciemment sait que c'est le geste, que c'est l'amplitude qui a favorisé la blessure. Et par cette crainte, il risque de mal ajuster son geste et il pourrait même se reblesser. Donc l'intérêt est de travailler dans ce geste lésionnel et de libérer toutes les contractures musculaires. Alors, on va travailler sur des trajets particuliers, on va travailler sur des trigger points. Certains vont dire que c'est de l'énergétique, sur des points d'acupuncture. On va jouer sur des méthodes d'inhibition musculaire par crochetage, par pression. Enfin, il y a différentes méthodes. Mais l'intérêt, c'est surtout de le travailler en mouvement. En mouvement, on a des réactions complètement différentes au niveau musculaire. Et là, vous pouvez le voir sur ces photos où je suis en train de manipuler par inhibition, par contraction et relâchement. Sur certaines postures, on va pouvoir relâcher des muscles. Et on peut aussi travailler du superficiel au profond. Ça peut être très, très doux
où on ira plus vers des méthodes, entre guillemets, pour des personnes somato-émotionnelles, ou très profondes, lorsqu'on voudra lever des adhérences ou des fibroses et faire en sorte que les muscles retrouvent, entre guillemets, leur gaine de glissement, faire en sorte que les muscles puissent coulisser et ne pas être fixés. Alors l'intérêt de cette méthode, donc, c'est de respecter l'état lésionnel du patient. Évidemment, un patient qui a un problème en charge, en statique, on le travaillera en statique. Un patient qui vient vous dire j'ai des problèmes, plutôt des douleurs qui sont assises, eh bien on le travaillera en assis, et ainsi de suite. Alors, dans l'orthokinésie, il y a aussi des traitements orthopédiques actifs. C'est les premiers outils de rééducation qui sont vraiment destinés aux professions du mouvement. Donc, on a les activateurs buccaux, ce sont des gouttières qui vont permettre de rééduquer la musculature maxillofaciale, de gérer la proprioception afin de rééquilibrer le port de tête. On a des planches oculaires pour rééduquer les muscles des yeux. Donc, c'est un outil de rééducation orthoptique. Donc, rééduquer les troubles d'hétérophorie et autres. Et on a les activateurs plantaires. Donc, les activateurs plantaires sont des semelles qui sont actives, des semelles dynamiques, qui ont la vertu de stimuler la proprioception, aussi bien statique que dynamique, et qui peuvent être modulables. Donc là, sur la photo, on y ajoute les sangles, et c'est partant de cette semelle, donc on peut ajouter la sangle et remonter sur tout le corps, et on peut s'adapter en fonction du déséquilibre du patient. Alors dans cette conférence, alors, je vous mets un exemple d'une patiente qui a accepté de servir de cobaye pour cette conférence, donc Jennifer Fichter, une Suissesse qui est venue me voir pour des problèmes lombaires et des problèmes cervicaux. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un déficit postural? Enfin, qu'est-ce qu'on retrouve, en tout cas dans les troubles d'un déficit postural? Et on y retrouve souvent de la fatigue. C'est un coût énergétique qui est bien plus important que la norme. C'est des personnes qui sont mal dans leur posture, donc automatiquement, ils vont dépenser plus d'énergie, plus fatigant. Là, c'est l'exemple de cette demoiselle qui s'endort anormalement sur la table, alors que bon, à cette heure-là, elle devrait être en forme. On peut avoir des adultes qui ont le même phénomène en rentrant du travail, qui se disent bon, je comprends pas, j'ai pas bossé beaucoup et je suis plus fatigué que la norme. Alors, on a tendance à dire que ça peut être métabolique, ça peut être psychologique, au changement de temps, en effet. Mais non, ça peut être aussi lié à des troubles mécaniques. Alors, les troubles de l'équilibre, en effet, les instabilités seront peut-être plus importantes. Les personnes ne se rendent pas nécessairement compte qu'ils sont un peu plus instables. En vieillissant, oui, on le sentira si la personne, ou on s'en rendra compte en tout cas si la personne trébuche souvent. Alors, les douleurs, elles ont la particularité de s'aggraver avec le temps. Donc ça, c'est le genre de patient qu'on va revoir sur des laps de temps de plus en plus rapprochés. C'est-à-dire qu'au début, on les soulage, ils reviennent après 6 mois, après c'est 3 mois, 2 mois, et à un moment donné, ils nous disent, bon, ben, je sors de chez vous, ben, 1 heure après, c'est déjà rebelote avec le même problème. Donc, vous travaillez bien, mais ça ne tient pas. Donc là, il faut trouver le pourquoi. Alors, les causes peuvent être multiples, hein. Ça peut être un problème de pied, un problème de mâchoire, un problème de l'oreille interne, des cicatrices qui peuvent être profondes et superficielles, et voire l'ergonomie. Alors, les cicatrices, bon, c'est facile à comprendre, hein. Une personne qui se fait opérer, par exemple, à cœur ouvert, se retrouve avec une mémoire aussi difficile à accepter, hein. On s'est retrouvé à souffrir rapidement d'un problème cardiaque, on se fait opérer d'urgence et on se referme sur cette lésion. Donc, c'est des personnes qui ont tendance à se syphoser, à se voûter. Et il se ferme sur la cicatrice, et c'est pour ça qu'il faut la mobiliser, il faut la masser pour éviter qu'elle devienne kéloïde et éviter qu'à la longue, ce soit des personnes qui se retrouvent entériorisées avec des problèmes après de dos, souvent des problèmes lombaires ou cervicaux. Alors, comment fonctionne une posture? Bon, j'aime expliquer ça simplement à mes patients, que le corps fonctionne comme un jeu de cubes. À titre d'exemple, les pieds seraient le premier cube du bas, les genoux le deuxième, les hanches ensuite, après le dos et la tête. Globalement, tous les cubes doivent être bien empilés. Quand les cubes sont bien empilés, comme on le voit ici, c'est la perfection, c'est une tour qui tient bien. Si je mets une pression dessus, bien, la tour, elle ne s'écroule pas. Par contre, dès le moment qu'on va déplacer le pied ou déplacer la tête, si on pousse sur le jeu de cubes, il risque de s'écrouler.
Bon, alors, à titre d'exemple, je vais montrer le dernier ici. Là, on a le pied qui est en déséquilibre, la tête en déséquilibre, et on se retrouve avec une tour de Pise, hein, finalement, avec des escaliers et donc une posture qui risque de s'écrouler facilement dès qu'il y aura une contrainte. Donc, si je pousse sur ces cubes, ça s'écroule. Alors, vous allez me dire, bon, le corps humain, c'est un peu plus complexe parce qu'on a des muscles qui maintiennent tous ces cubes. Hein. Et c'est ces muscles qui vont devoir travailler beaucoup plus. La personne peut peut-être réussir à compenser pendant des années, mais ces muscles vont travailler tellement fort qu'à la longue, ils vont fatiguer, ils vont se remplir de déchets et c'est ça qui va favoriser aussi des douleurs. Alors, travailler classiquement par manipulation, on pourrait dire, tiens, je vais voir un ostéopathe, ou même la manipulation en orthokinésie, on va remettre les cubes en place, entre guillemets, et on va soulager la personne. Si ce n'est que quand elle va se remettre debout, quand elle va refonctionner dans son déséquilibre, s'il est podal ou s'il est maxillofacial, directement, la posture va se remettre dans son déséquilibre. Donc, on aura un soulagement qui sera éphémère. Alors, on a les personnes qui arrivent à compenser parfaitement. Et là, elles compensent, mais malgré tout, il y a un coût. Il y a toujours un coût à payer. Donc ça, c'est les personnes qui souffriront moins. Elles souffriront plus quand elles feront des efforts plus intenses. Alors que les personnes qui sont dans un déséquilibre plus marqué, comme sur cette dernière figure, ce sera vraiment le type de posture qui occasionnera des tensions beaucoup plus rapprochées. Donc pour qui on aura du mal à vraiment suffire par juste une technique de manipulation. Alors, si on revient sur la mécanique de la posture, bon, ce qu'on apprend tous quand on fait nos études à la base en kiné ou en ostéo, voilà, la tête doit être dans le prolongement du corps. Donc, la ligne de gravité, on va reprendre, c'est l'histoire des cubes, la tête qui est bien empilée par rapport aux épaules. Hein. Donc, on a la ligne de gravité qui touche la tête, les épaules, la hanche, le genou et les pieds. Donc, c'est pour une histoire de cubes, tout s'empile parfaitement. Dès le moment que la tête est en avant, on se retrouve avec une force de compression cervicale qui va être double par rapport à la normale. Donc, ici, on voit le double par rapport à cette personne qui est vraiment bien alignée au niveau postural, avec un empilement donc parfait. Alors, on sait que ce facteur va favoriser des risques d'usure sur le long terme, des contraintes au niveau de l'articulation, peut-être même des hernies discales et donc des souffrances à long terme. Alors, comment ça fonctionne en termes de physique? Si on revient sur le levier interappui, le levier interappui, c'est un équilibre par rapport au point d'appui entre une force et une résultante. Alors, la résultante, c'est le poids de la tête. On sait qu'une tête tourne autour de 500 grammes. Eh bien, pour éviter qu'elle ne tombe en avant, il nous faut une force à l'arrière. Et ça, c'est la force qui va être imposée par nos muscles. C'est nos muscles qui stabilisent la tête. Et sans cet équilibre parfait, on se retrouve avec une musculature qui va souffrir beaucoup plus. Si la tête va beaucoup plus en avant, on aura des muscles à l'arrière qui vont se tirailler, qui vont se contracter beaucoup plus que la norme, et c'est eux qui vont favoriser la contrainte articulaire. C'est ces muscles qui vont écraser nos disques intervertébraux. C'est ces muscles qui vont créer aussi des douleurs parce qu'ils sont en contracture constante. Ils vont travailler beaucoup trop, et c'est ça qui va favoriser donc l'apparition de déchets et ces douleurs qui vont être constantes. Donc, c'est pour ça que ces patients seront plus fragiles à des torticolis, donc à des petits efforts, et les muscles se spasmeront par défense. Alors, si on prend l'exemple de Mademoiselle Fichter, la voici de profil. De profil, vous voyez, sa tête est bien en avant par rapport à l'épaule. Elle a la tête qui devrait toucher la ligne verticale postérieure ici. Et on voit que ici, on touche parfaitement au niveau du dos, des pieds. Par contre, au niveau des fesses et des pieds. Par contre, au niveau du dos, ça s'écarte. Elle penche en avant. Eh bien, le petit bonhomme, c'est tous les muscles de sa chaîne postérieure ici qui sont en tension. Tous ces muscles qui sont en surtravail pour essayer de la maintenir en équilibre dans son déséquilibre. Donc, c'est ces muscles-là qui vont à la longue, favoriser des souffrances. Si on reprend cette histoire de cube, eh bien, on voit tous les étages, eh bien, elle penche bien en avant dans sa globalité, et c'est pour ça que tous les muscles vont être en contracture pour essayer de stabiliser tous ces cubes. Mais elle est sensible donc à des éléments extérieurs qui pourraient la perturber. Elle sera plus fragile et donc elle sera plus sujette à des blessures, ce qui était le cas. Alors, est-ce que le téléphone portable est néfaste pour notre nuque? Préjugé ou vérité? Alors, je vois un peu de tout. Bon, je vais vous donner quand même la réponse. Hein. Là, je vois qu'il y a une majorité de personnes qui me disent quand même que c'est une vérité.
Alors, vous voyez ici une personne qui a la tête en avant. Pour 60 degrés d'inclinaison, va développer au niveau des muscles du cou 30 kg. 30 kg au lieu de 5 kg. C'est 6 fois plus que la norme. Ce qui veut bien dire que c'est des muscles qui vont fatiguer beaucoup plus et la contrainte va être beaucoup plus importante au niveau articulaire. Donc évidemment, porter un téléphone en main comme ça en continu n'est pas la bonne chose. Pourtant, c'est ce qu'on fait quasiment tous. Et en journée, vous regardez les gens à l'extérieur. Les enfants, bon, c'est un peu pareil. On a tendance à être toujours scotché sur notre téléphone. Mais lire n'est pas beaucoup mieux. Regardez les postures, on va dire un intellectuel, c'est mieux, il lit, c'est pas bon les téléphones, mais avoir la tête toujours penchée en avant n'est pas une bonne chose. Donc il faut aussi adopter des bonnes postures pour lire. Là, on voit les enfants qui se mettent dans cette posture facilement, ils se mettent sur le ventre pour lire, c'est idéal. On coucher sur le dos aussi, mais par contre c'est beaucoup plus fatigant pour les bras. On tient moins longtemps ce type de posture. Mais pour la nuque, il faut privilégier ce type de posture. Alors, dormir sans oreiller est mauvais, préjugé ou vérité? Alors là, tout le monde me dit oui, qu'il faut dormir avec un oreiller. C'est une obligation pour soulager la nuque. Ou sinon, aussi pour bien dormir. Bon, donc pour vous, c'est plus une vérité. Non, pardon, un préjugé. Il faut dormir avec un oreiller. Bon, pourtant, quand vous dormez avec un oreiller couché sur le dos, vous voyez que la tête est bien antériorisée. Ça revient au même que la posture qu'on a debout, je vous dis la tête en avant. Et même avec un oreiller physiologique, donc une personne qui va dormir sur le dos, finalement, utilise son oreiller comme un plâtre. Ah oui, ça va soulager si la personne a mal à la nuque. Là, je peux le concevoir. Ça peut être intéressant de dire, je vais mettre ce séminaire ou ce plâtre momentanément pour être lâché, pour soulager les muscles de la partie antérieure, du cou et du torse, en effet. Par contre, à la longue, vous allez vous enraidir, vous allez vous lever le matin avec une tête toujours en antériorité. Et là, il faudra favoriser justement un étirement de cette chaîne antérieure. Alors, si vous ne dormez pas sur le dos, vous allez me dire, vous dormez sur le côté. Oui, là, prendre un oreiller peut être intéressant pour être dans l'alignement parfait au niveau de la colonne vertébrale. Bon, si ce n'est que quand on dort sur le côté, on dort déjà sur l'omoplate, on ne dort pas sur l'épaule et les rotations sont quand même autorisées. C'est toujours amusant d'entendre qu'il ne faut pas faire de rotation. C'est justement à force de ne pas faire de rotation qu'au moment où on va en faire une, c'est là qu'on va se déchirer ou se créer une hernie discale, comme on a toujours tendance à parler de force de cisaillement en rotation. On est fait pour bouger, pour faire des rotations. Donc, il faut arrêter de croire qu'on doit arrêter de se mobiliser en rotation. Personnellement, j'ai essayé d'arrêter l'oreiller il y a 3 ans. Je me suis posé juste la question pourquoi pour prendre un oreiller et surtout pourquoi imposer à mes enfants de mettre un oreiller pour dormir. Mes enfants refusaient l'oreiller, mais bon, vous allez acheter votre housse de couette et automatiquement, vous avez la housse pour oreiller. Ça va de pair, donc on achète tout automatiquement sans réfléchir. Mais essayez donc de dormir sans oreiller. Vous verrez, au début, ça tire un petit peu sur la nuque, mais la nuque va se détendre, les muscles vont se relâcher et après, ce sera même difficile de revenir en arrière et de remettre un oreiller. Alors, travailler assis est bénéfique pour notre santé. Préjugé ou vérité? Oui, là, je vois que la majorité me disent que c'est pas bon de travailler debout. Oui, quand même quelques personnes qui me disent l'inverse. On parle de debout, que c'est pas bon de travailler debout. Bon, alors, pourtant, bon, l'homme a évolué en allant vers la position debout et aujourd'hui il a tendance à être un peu trop assis. Il faut quand même savoir que là on est assis beaucoup trop, bien plus que 3 heures par jour en moyenne, et l'étude de Patel en 2010 s'est intéressée justement à cette position prolongée. Ça va être un peu la même chose, il faut le dire, quand vous roulez en voiture, vous faites un long trajet et après quelques heures vous sortez de votre voiture. On a tendance à s'étirer, on est raide. La position prolongée nous enraidit. Et là, on voit sur cette figure, tous les muscles antérieurs vont être enraidis, ils vont se raccourcir à force avec les années, et les muscles même à l'arrière de la cuisse, là c'est même pire parce qu'on a des talons, donc on aura aussi les muscles des mollets qui seront plus courts. En fait, vous voyez cette dame qui est assise, elle va se mettre debout, elle se retrouve dans la même posture à force. C'est vraiment le plâtre. À force de mettre les jambes dans une position fixée en continu, on va retrouver une raideur assez manifeste.
Alors, la position assise prolongée est supérieure à 3 heures, ben, favorise des troubles mécaniques parce qu'elle va enraidir la personne, elle va empêcher les muscles de travailler correctement, mais elle va aussi entraîner des maladies cardiovasculaires. Et c'est assez logique par le fait que nos muscles fonctionnent comme une pompe. C'est nos muscles qui vont, lors des contractions, lors du mouvement, qui vont repousser le sang pour aller vers le cœur, pour remonter. Donc, par rapport aux muscles des jambes, hein, en priorité. Et si vous restez assis trop longtemps, ben, le sang va stagner, les vaisseaux vont se dilater, c'est comme ça qu'on peut attraper des varices, mais le cœur va devoir pomper plus pour mettre plus de pression dans les tuyaux. Et ce qui fait que le cœur, lui, risque de souffrir à un moment donné. Donc, il est essentiel de bouger, il est essentiel de s'assouplir et d'éviter des positions assises prolongées. Alors, vous avez dans les pays nordiques les bureaux qui sont modulables et plus ergonomiques. On peut travailler debout. Personnellement, j'en ai un. Vous allez chez Ikea, vous pouvez en prendre un manuel, vous pouvez en prendre un aussi électrique au choix. Et là, vous pouvez dire, tiens, je vais commencer à travailler assis, puis après, parce que j'ai besoin de plus de concentration, puis ensuite, je me remets debout. C'est déjà une bonne chose en soi pour pouvoir éviter cette raideur. Alors, vous avez d'autres solutions. Ça va plus loin. Les Danois sont mis au point ces tapis roulants bureau. Donc, ben, là, vous voyez une dame qui est capable d'écrire, capable de prendre le téléphone et de marcher en même temps. Ce qui est pas facile. Évidemment, il fallait mettre une dame pour y arriver. Mais c'est vrai que ça peut être une bonne chose. Les études ont même démontré que les sociétés augmentaient leur chiffre d'affaires de 10% si les employés alternaient en marchant 1 heure par jour sur ce type de bureau. Bon, ce qui montre simplement qu'on exagère, on est un peu trop fainéant, les gens travaillent et en sortant, ils ne font plus rien, les gens prennent les ascenseurs et ils ne veulent plus marcher au niveau des escaliers. Donc, il y a un minimum pour entretenir votre corps. Donc, essayez simplement de vous forcer à marcher un peu, voire de vous faire du sport en dehors du travail. Mais c'est quand même triste de devoir investir, en tout cas pour les sociétés, devoir investir dans des tapis roulants pour faire en sorte que leurs employés soient plus performants. Alors, l'essentiel, c'est de bouger en cherchant les amplitudes. C'est vraiment alterner les sports à changement de direction et des sports où il y a peu de rotation. Donc, vous avez des sports comme la course à pied, le vélo. Bon, c'est intéressant, la course à pied, c'est le sport le plus connu, mais on ne bouge pas assez en rotation. Donc, il faut se forcer à pas courir que sur des lignes droites, essayer d'aller dans les bois, faire des changements de direction pour mobiliser le corps. Aller chercher des amplitudes inhabituelles. Alors, le yoga, les vélos elliptiques, le tennis, le football, le handball, le basketball, bon, sont des sports intéressants parce qu'ils permettent d'assurer des changements de direction. Bon, le seul problème, c'est que quand on est retraité, entre guillemets, à partir de 35 ans, on considère qu'on devient retraité dans le sport et on ne fait plus vraiment des sports à changement de direction. Pourtant, il faut forcer à les faire de manière plus douce, plus entraînée, évidemment. Il faut s'échauffer, il faut faire ça sérieusement, mais c'est bénéfique pour le corps de continuer à travailler sur ces mécanismes de rotation. Alors là, je vous ai montré des figures pour étirer la chaîne antérieure, puisque c'est souvent celle-là qui est en position raccourcie par la position assise, comme je vous l'ai montré précédemment. Donc, cherchez à vous assouplir dans les amplitudes dans lesquelles on a tendance à ne pas aller, ou en opposition aux amplitudes qui sont restrictives. Pour revenir à Mademoiselle Fichter, la voici de face. Et de face, on se rend compte qu'elle fonctionne comme la tour de Pise. Elle penche complètement à gauche. Vous voyez, si la ligne verticale coupe le corps en deux en partant des pieds, elle penche à gauche. Elle a la tête aussi inclinée à gauche. Elle a un déséquilibre maxillofacial qui peut favoriser aussi une inclinaison. Voilà aussi un déséquilibre au niveau des pieds, asymétrique. Et donc, comment réagit sa musculature? Eh bien, tous les muscles du côté droit, c'est le petit bonhomme, eh bien, ils doivent travailler fortement pour essayer de la stabiliser debout, donc pour éviter qu'elle ne tombe. Donc, en somme, elle tient un équilibre tout juste dans son déséquilibre. Mais ça a un coût énergétique assez important et il va y avoir automatiquement des fixations articulaires. C'est-à-dire que
Mademoiselle Fichter a été voir des ostéopathes. Donc les ostéopathes ont bien fait leur travail, ils ont manipulé, ils ont remis tous les cubes en place. Puis finalement, elle s'est remise debout, elle a remastiqué de travers, elle se remet avec des pieds qui sont asymétriques, et hop, elle se retrouve dans son déséquilibre à gauche. Et qu'est-ce qui se passe? Les muscles se recontracturent, et c'est bien les muscles qui favorisent le blocage. Donc les muscles sont vraiment des éléments de défense. Ils stabilisent pour défendre le corps afin qu'il tienne un équilibre dans son déséquilibre. Donc, lever tous ces états de défense est un peu ridicule si on ne trouve pas le pourquoi il y a eu une défense. Le patient fait un faux mouvement, il est fatigué, il y a une contracture. Voilà, là, il y a un intérêt à lever la tension. Mais quand le patient a un déséquilibre maxillofacial continu, qu'il a un déficit podal comme Mademoiselle Fichter, on va tourner en rond tant qu'on n'aura pas réglé ces causes. Alors, en mobilité, on va se retrouver aussi avec des limitations. Parce que là, vous voyez Mademoiselle Fichter qui penche en avant, qui penche à gauche. Et ainsi, vous lui demandez de tourner en rotation gauche et à droite, bien, elle va être limitée automatiquement d'un côté. Et de fait, par les contractures musculaires. Donc, c'est sûr que en allant voir un ostéopathe, on va dire oui, c'est bloqué. Donc, on va vous manipuler, c'est bien. Mais après coup, qu'est-ce qui va se passer? Le corps peut même plus mal réagir parce que comme on lui lève des défenses, si c'est très essentiel pour elle de tenir un équilibre comme ça dans son déséquilibre, donc ses muscles sont en contracture et tout d'un coup on les libère. Mais le risque, c'est que son corps se mette en défense encore plus par la suite et qu'il se dise je me suis fait avoir, quelque chose m'a levé ces tensions et donc maintenant je dois encore plus me crisper. Et c'est là qu'on a des patients qui reviennent après une séance d'ostéopathie en disant ah c'est pire, vous m'avez abîmé, c'est pire qu'avant, j'étais mieux avant. Bon. Alors, le thérapeute se dit, bon, il est psy, ce patient, c'est pas normal, je pratique cette méthode à tout le monde et j'ai rarement des retours aussi négatifs. Eh bien, c'est juste parce que c'est une personne qui est dans un déséquilibre posturodynamique. Donc, il faut essayer de trouver le pourquoi. Alors, il faut soutenir les pieds de nos enfants dès leurs premiers pas. Préjugés ou vérité? Alors, si vous avez des enfants, pour ceux qui ont un nom, qu'est-ce que vous avez proposé? Bon, bah oui, je vois qu'il y a beaucoup de chaussures de ce style. Oui, d'accord. Donc tout le monde dit il faut soutenir les pieds d'un enfant, c'est essentiel. Donc soutenir est une vérité. Bon. Alors une autre question, faut-il mettre une minerve au nouveau-né? Voilà, tout le monde me dit non, c'est ridicule. D'accord, c'est ridicule, oui, très ridicule en effet. Bon, ben oui, un enfant, quand il commence enfin, quand il naît, il naît, il a une musculature au niveau de la nuque déficiente. Et on sait qu'il va lui falloir 3 mois pour que sa musculature se développe. Donc, l'enfant, dans son développement, va se faire au niveau musculaire en chaîne descendante. Donc, d'abord, il va développer les muscles du cou, ensuite développer les muscles du tronc. À 4 mois, il pourra se retourner. À 6 mois, il va pouvoir se mettre assis. À 8 mois, il va pouvoir se mettre à 4 pattes. On va commencer à développer les muscles des jambes. Il va se mettre debout à 10 mois. Et entre 12 et 14 mois, il peut se mettre vraiment en charge. Là, il a tous les muscles du membre inférieur du tronc qui seront toniques et il va pouvoir commencer à marcher. C'est juste qu'à partir de ce moment-là, ces muscles des pieds vont seulement commencer à travailler. Donc, tout son développement va se faire jusqu'à 8 ans au niveau moteur, au niveau proprioceptif. Mais ça veut dire que soutenir les pieds d'un enfant, c'est un peu la même chose, à 1 an en tout cas, c'est un peu la même chose que de mettre une minerve au niveau du cou d'un nouveau-né. C'est clairement stupide de mettre une minerve au cou d'un nouveau-né parce qu'on se dit, voilà, si on enlève la minerve dans 6 mois, bien, sa musculature, elle ne se sera jamais développée. Et il aura une atrophie qui sera continue et éternelle. Bon, et au niveau des pieds, on fait cette bêtise. C'est la même chose. Donc, il faut éviter de mettre des chaussures qui soutiennent les pieds des enfants et il faut partir sur des chaussures très légères, très fines et les laisser marcher pieds nus un maximum pour laisser la chance aux muscles de se développer. Alors, si on reprend l'évolution du pied humain, on voit ici l'empreinte de notre ancêtre, l'étolie, il y a 3,5 millions d'années, l'empreinte du chimpanzé et l'empreinte de l'homme. Bon, on voit que les empreintes étaient plutôt arboricoles avec une pince, elles avaient une largeur assez intense, on avait plutôt le pied plat à l'origine puisqu'on était à 4 pattes, mais on avait une base de substantation qui était bien meilleure, on avait plus de contact au sol en étant à 4 pattes et pourtant, voilà, le jour où on s'est mis à 2 pattes, notre pied s'est rétréci entre guillemets dans les contacts, il a moins de contact en largeur. On n'a plus la pince, bon, ça c'est normal puisqu'on ne va plus s'accrocher, mais on passe de 4 pattes à 2 pattes et on diminue notre surface de contact. Et là, la surprise, c'est de se dire, mais comment est-ce possible que le pied, finalement, se soit creusé
Pourquoi s'est-il creusé alors que pour tenir en statique, on a besoin d'une surface de contact plus importante? C'est dans les années 1970 qu'on a eu la réponse par Root en américain, et cette réponse est dans cette vidéo. Eh bien, vous voyez, le pied fonctionne comme un ressort. C'est une arche qui va s'écraser, qui va rebondir. Eh bien, la nature humaine a privilégié la dynamique par rapport à la statique. On avait besoin de creuser notre pied, non pas pour qu'il devienne rigide, mais pour qu'il soit fonctionnel, pour qu'il puisse jouer le rôle d'amortisseur et pour assurer donc une meilleure locomotion. En somme, nos pieds, ce sont des ressorts. On peut comparer nos pieds aux amortisseurs d'une voiture, comme ici, je vous montre un 4x4. Mais ils vont servir à quoi, ces amortisseurs? Ils vont nous servir à absorber les chocs. Donc ça, c'est ce qu'on appellera l'amortissement. Ils vont servir à propulser en mode économique. Donc c'est économiser de l'argent. L'amortisseur, lui, s'écrase, mais il redonne de l'énergie pour propulser. Ça va servir aussi à s'adapter au terrain, donc à des variations de terrain, comme le 4x4 qu'on voit là, qui s'adapte facilement à un terrain irrégulier. Eh bien, notre corps doit s'y adapter, nos pieds doivent être capables de s'adapter. Sans quoi, on risque d'être totalement déséquilibré et d'avoir une posture qui tombe à chaque fois dès qu'on va se retrouver dans un trou. Mais alors, ces amortisseurs vont automatiquement servir à équilibrer notre posture. À titre d'exemple, ici, on a un amortisseur plus écrasé à droite qu'à gauche. On va se retrouver avec une posture complètement déviée. Alors l'intérêt, c'est justement d'assurer une symétrie au niveau de nos pieds. En assurant une asymétrie, on va permettre au corps d'être dans un meilleur équilibre. Alors ici, c'est l'analyse que nous pouvons faire en bilan orthokinésique avec un logiciel sur lequel on ajoute des capteurs. Et ces capteurs vont être recherchés au niveau de l'image pour pouvoir quantifier la mobilité du pied. Donc, ça nous permet de voir si les muscles fonctionnent bien, si nous avons les bonnes rotations, si nous avons un bon effet ressort, un bon effet amortisseur. Bon, évidemment, pour vous, ça va un peu vite, mais sachez que déjà, la norme va de plus 6 à moins 6, plus 6. On doit avoir des courbes ici, plutôt dans le blanc. Là, on est plutôt tout le temps dans le rouge. Plus on est dans le rouge, plus on va vers l'éversion ou la pronation. On peut aussi analyser la mobilité des arches internes et voir si elles sont fonctionnelles avec l'écrasement. Parce qu'une arche doit donc s'écraser et il faut se retirer donc de la tête que le pied est creux et doit être rigide comme on le croit encore malheureusement trop souvent, hein, on le croit encore en podologie. Alors le pied fonctionne comme une charnière. Vous avez l'arrière du pied, l'articulation sous-astragalienne, hein, cet axe de NK qu'on voit qui va de l'extérieur vers l'intérieur, de bas vers le haut, vers la gauche, pardon, et vers le haut. Ouais. Alors, c'est une charnière qui va favoriser des rotations automatiquement au membre inférieur quand le pied va tourner. Le tibia va tourner avec et inversement. Donc, on se retrouve avec des rotations qui vont aller en chaîne montante dès le moment qu'on sera en charge sur un pied. On a donc les mouvements d'inversion et d'éversion qui vont s'analyser grâce à la projection des deux axes entre l'axe du pied et l'axe de la jambe. Et c'est dans la projection de ces deux axes qu'on va se retrouver au niveau de l'articulation sous-astragalienne. Il faut savoir que le pied, au niveau médio-pied, pardon, le pied fonctionne comme un torchon. Hein. C'est une double ellipse, pardon. Quand l'arrière-pied va partir en dedans, l'avant-pied va aller en dehors, on va se retrouver avec un pied qui sera plus souple et inversement, il sera plus rigide. Donc, si on compare cela à un torchon, ben, dès le moment que l'arrière-pied va en dedans, c'est un peu le pied plat, ça, hein, tout à fait, même, l'avant-pied va en dehors, ben, quand le pied va s'écraser, le torchon se détend, donc tous les ligaments sont détendus et le pied est déverrouillé. C'est un pied souple. Par contre, dès le moment qu'on va inverser la situation, on va créer une inversion de l'arrière du pied ou une supination si vous le souhaitez, voire un varus du calcanéum. Mais dès le moment qu'on va aller en dehors au niveau de l'arrière-pied et en avant, l'avant va aller vers l'intérieur, on va se retrouver avec un pied qui va fonctionner comme un torchon qui va se tordre en sens opposé. Il va tendre tous ses ligaments. Ça, c'est le pied creux finalement qui va devenir très rigide. Et durant la marche, eh bien, on est dans une alternance entre pied creux et
pied plat, donc de manière à avoir un pied qui puisse être plus souple pour s'adapter au terrain quand il va de plat, pour absorber les chocs, et pour le pied creux, pour propulser. C'est là qu'on aura besoin de rigidité, c'est en fin de pas pour propulser et passer de pas. En somme, le pied, il attaque en dehors, vers l'extérieur, en inversion, il se creuse. Toutes les arches sont creusées. Ensuite, il va toucher le sol, il va s'écraser, il va partir vers l'intérieur. On va avoir un tibia qui tournera vers l'intérieur. Là, on a l'arche qui s'écrase complètement et c'est la période d'amortissement qui s'achève ici. Puis à partir du milieu du pas, on se prépare à propulser, on restitue l'énergie. Le pied va repartir en dehors, il va se recreuser et va devenir plus rigide. Et donc, à la marche, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ici, si vous prenez un pied gauche, eh bien, on voit l'essuie-glace. Et on voit le pied qui attaque en dehors de l'axe de la jambe. Au milieu du pas, il est en dedans. Et à la fin du pas, il repart en dehors. Ce qui fait qu'on a une courbe en U. On commence ici en inversion, le mouvement d'inversion, 0 degré ici. Donc, le mouvement d'inversion ici, l'éversion, et puis à nouveau l'inversion. Donc, un pied qui fonctionne parfaitement fait ce mouvement finalement d'essuie-glace durant le pas. C'est une coordination parfaite, un bon timing musculaire. Ça nous permet de voir si les muscles fonctionnent bien, s'ils ont une bonne proprioception dynamique. Et donc, on retrouve une courbe parfaite. Si vous regardez la courbe en bleu, on a le début d'un pas droit et la fin d'un pas. Et là, on voit que c'est plutôt mauvais. On est en négatif. On a une déficience de trouble de la coordination. On a un trouble de la coordination et c'est saccadé aussi. Alors, là, vous avez un trouble du timing, un patient qui a une éversion anormale, prolongée. Vous voyez, il attaque au début du pas, au milieu du pas, il est encore en négatif et à la fin du pas, il est encore en négatif. Il est toujours en dedans, ce pied. Et si on regarde son graphique, bon, au début du pas, il arrive ici à moins 13 degrés. Il est vraiment bas alors qu'il devrait être tout en haut. Et on a une chute libre. La musculature a du mal à gérer. C'est le muscle tibial postérieur, le muscle intérieur de la jambe qui redresse le pied, qui a vraiment une difficulté. Et là, on voit que ça chute brutalement et par la suite, il est impossible de remonter. Donc la propulsion est molle, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est comme si le pied marchait comme si la personne marchait dans du sable. C'est très difficile, très fatigant. Il n'y a pas de rigidité et la personne va consommer beaucoup plus d'énergie. Donc non seulement elle n'a pas d'amortissement, mais en plus, elle fatigue énormément pour propulser. Alors, ici, on voit sur cette vidéo le mouvement. J'insiste bien sur ce mouvement. Là, c'est une vidéo plutôt américaine. Donc, on a pronation et supination, ce qui équivaut à éversion et inversion. Mais vous voyez l'arrière-pied qui part de dehors, qui bascule en dedans, l'arche s'écrase. Là, on va trop loin. On se déforme. Le pied va en hyperpronation, hyperéversion. Donc, la physiologie, c'est vraiment ce mouvement d'arrière-pied, cette charnière qui va faire en sorte que le pied va se creuser, s'écraser. On voit l'arche antérieure qui se creuse, qui s'écrase. On a 3 arches qui vont fonctionner de cette manière. Et on a la rotation du tibia qui va automatiquement s'en suivre. Donc, on a une chaîne montante qui sera bien présente lorsque le pied sera en charge complète. Par contre, on peut aussi aller en chaîne descendante. Le pied est un adaptateur, donc il peut aussi s'adapter à des variations qui viennent d'en haut. Donc, c'est ça les répercussions à distance. C'est que le pied, quand il part en dedans, on a le tibia qui tourne, le fémur qui tourne, on a l'iliaque qui s'intériorise et on va avoir des rotations contralatérales au niveau des vertèbres. Et inversement, si on a un problème qui vient d'en haut, le pied va devoir s'adapter. C'est comme ça que des personnes ont un pied qui peut être un peu plus plat, entre guillemets, parce qu'il y a un problème qui vient d'en haut. Mais n'oublions pas qu'un problème qui vient après s'implanter dans un pied de base en statique, peut devenir un autre problème dynamique, c'est-à-dire que quand on va marcher, le pied qui reste dans cette position adaptative pour un problème postural, va devenir un pied causatif en mouvement, parce que s'il se retrouve comme le pied que je viens de vous présenter, il y a plus des rotations souhaitées au niveau du membre supérieur, du membre inférieur, étape par étape. Donc, ça doit tourner en dedans, puis en dehors et repartir. Donc, ici, on n'aura pas ce mouvement si on a une déficience en dynamique et donc, on aura des compensations en mouvement au niveau musculaire et au niveau articulaire. Alors, la position ici statique de détente de ce patient au niveau de sa charnière
de l'arrière-pied. Bon, on voit que le pied part complètement en éversion vers l'intérieur, hein, c'est bien cassé. Les deux axes devraient être droits. Et là, si on le met en position neutre, hein, on va palper l'astragale pour qu'il soit bien empilé par rapport au calcanéum. Et on a ces deux axes qui vont être parfaitement droits. Donc là, ici, on a une sous-astragalienne qui est corrigée. Par contre, il faut faire attention et se méfier d'une chose, c'est qu'ici, si on ne regarde que l'axe du calcanéum par rapport au sol, ben, c'est des pieds qui sont tous les deux inversés. Et alors que, bon, là, la charnière est parfaitement neutre. Donc attention, il faut faire une différence entre analyser une articulation et analyser juste un calcanéum par rapport au sol. C'est deux choses différentes et en podologie, on a tendance à trop regarder juste le calcanéum, ce qui fait que si on imagine ce pied arrive… Bon, chez moi en tant que podologue, on va dire, et que je regarde que le talon, eh bien, je vais essayer de le ramener vers l'intérieur. Je vais mettre un élément en externe qui va le ramener vers l'intérieur. Mais à la sortie, c'est ça que je vais obtenir. Je vais me retrouver avec un pied qui partira en dedans. Donc, c'est un pied qui avait un varus calcanéen, mais une sous-astragalienne parfaitement neutre. Il fallait rien faire, il fallait rien changer. Il était normal. Et à cause maintenant de ce défaut de juste de calcanéum qu'on a voulu rectifier, eh bien, on a éversé cette articulation, on a déformé, ce qui fait que le patient va se retrouver avec des problèmes qui seront plus majeurs, en tout cas au niveau postural et dynamique. Soutenir nos pieds les soulage, préjugés ou vérité? Alors, mettre des chaussures ou des sandales comme les Birkenstock, mettre des semelles orthopédiques classiques qui bloquent le pied, est-ce que ça soulage? Préjugés ou vérité? Parce que, bon, évidemment, il y a beaucoup de personnes qui sont anti-semelles orthopédiques. Oui, en effet, je vois qu'il y en a beaucoup qui sont anti. Mais il y en a quand même qui sont d'accord. Oui, je vois que là, il y a un podologue qui me dit oui, en effet, ça soulage et j'ai des résultats. Ben oui, en effet, ça fonctionne en podologie. Et pourquoi ça fonctionne? Eh bien, tout simplement parce qu'une semelle orthopédique fonctionne comme un plâtre. Donc, si vous avez mal au pied, on va immobiliser. Ça va calmer les douleurs. Donc, évidemment que ça soulage. Moi, j'adore cette petite vidéo de Superfit. C'est une marque connue en semelle passive, hein, standard. Et il montre un pied à gauche qui bouge et un pied qui ne bouge pas avec les semelles. Donc, en somme, c'est sans et avec. Mais avec, ça bouge plus et c'est plus efficace. Donc, on se dit, super, regardez le mouvement même du tibia. Ben, il est bloqué, ici, il est réduit automatiquement, puisqu'en mettant un soutien, on bloque la flexion dorsale de cheville. Et donc, on va limiter le mouvement du pied, ce qui va être très efficace pour calmer des douleurs. Mais cependant, pour combien de temps faut-il faire ça? Parce que là, on vous a montré un pied qui est normal, qui est un bon amortisseur, et puis tout d'un coup, on va le bloquer avec des semelles passives. Est-ce normal de bloquer pour le plaisir? Non, on bloque juste pour calmer des douleurs. Donc, une semelle passive est très efficace. Cependant, on met ça maximum pour 8 semaines. C'est un peu comme un plâtre. Un plâtre, vous le gardez 6 à 8 semaines et vous savez ce qui se passe quand on garde trop longtemps en plâtre. Déjà, enlever un plâtre après 6 semaines, vous avez des séquelles, vous avez de la raideur, des ankyloses, il y a des fibroses qui s'installent, il y a de l'atrophie musculaire aussi. Donc, mettre des semelles orthopédiques trop longtemps fait qu'on devient dépendant des semelles. Et après, la difficulté, c'est est-ce qu'on peut encore récupérer? Est-ce que c'est faisable? Parce qu'on peut avoir exagéré, abusé, garder ça trop longtemps. Bien souvent, on dit, ben voilà, vous avez un défaut de pied, vous avez un pied plat, donc mettez une semelle, ça va être mieux. Et toute votre vie, vous allez garder ça, mais on constate qu'à la longue, ils ont des problèmes à distance. Et c'est là qu'on voit ces patients qui arrivent chez l'ostéopathe ou le physio, le kiné. C'est malheureux, c'est que le thérapeute, lui, il va travailler dans le vide. Là, il y a encore un problème de communication et d'accord dans les thérapies. Mais comment fonctionnent donc les semelles passives, les supports plantaires? Bon, je montre l'exemple de la femme girafe. Hein. Quand elle est infidèle, on enlève un anneau. Enfin, son mari va enlever un anneau et elle va se fracturer la nuque. La tête va descendre d'un étage et elle va mourir directement sur cette fracture, ce qui est atroce, mais ce qui prouve bien que le soutien musculaire, enfin le soutien tout simplement continu, va favoriser l'atrophie musculaire. Alors, des études sont intéressées à l'activité électromyographique des muscles. On a Williams en 2003, Murley en 2008. Ils sont intéressés par rapport au tibial, ici, le tibial postérieur. Ce muscle tibial postérieur, quand il travaille trop, quand il est soutenu par un support plantaire, ben, il va travailler beaucoup moins. On voit son activité électromyographique qui va nettement diminuer. Et c'est logique. Vous lui mettez un plâtre,
eh bien, le muscle le plus important qui favorise l'inversion sous-astragalien réduit son activité. Donc, sur du long terme, attention, ça peut être néfaste. Mais donc, c'est grâce à cette immobilisation que les semelles orthopédiques classiques fonctionnent. Immobiliser est bénéfique, mais sur du court terme et juste pour calmer des douleurs musculaires ou articulaires. Comment stimuler le pied autrement et en marchant? Eh bien, maintenant, il y a des activateurs plantaires. Donc là, vous voyez, c'est des semelles qui sont dynamiques. C'est des semelles qui vont favoriser le mouvement du pied, qui vont guider le pied sans le bloquer. Là, par contre, on peut y ajouter des éléments, comme là on le voit sur la vidéo. Si on y ajoute des éléments, c'est dans le but de réduire cette mobilité. Donc, ça peut être intéressant dans une rééducation, en kinésithérapie par exemple, où on va se dire, tiens, je vais réduire le mouvement du pied parce que le patient a des douleurs, ou je vais pousser le pied par contre dans une autre position afin de stimuler la musculature. Donc ça, c'est des éléments qui peuvent avoir une double composante, stimulante ou inhibante. Donc, ces activateurs plantaires sont des semelles dynamiques. Le but est de guider le pied dans sa bonne position et de le favoriser dans ses amplitudes d'inversion et version pour qu'on ait une bonne répercussion sur sa chaîne posturale montante. Donc, ce sont des semelles qui vont vraiment obliger les muscles à retravailler dans une bonne coordination, obliger les muscles à retravailler proprioceptivement et stimuler les muscles. En fait, c'est un peu comme si vous mettiez sur un cheval au départ pour faire du trot. Au début, on fait du tape-fesse. On a du mal à suivre le rythme du cheval. Puis petit à petit, on ne fait qu'un avec le cheval. On a compris son rythme. On l'a adopté et on est même capable de reproduire ce rythme sans le cheval. C'est un peu la même chose quand on va mettre un activateur plantaire. L'objectif est de guider le pied dans le bon mouvement de manière à ce que ça devienne répétitif et que ça s'enregistre au niveau cérébral de manière à pouvoir recréer ce mouvement par la suite sans les semelles. L'objectif est donc de pouvoir s'en séparer, donc partiellement ou définitivement. Tout va dépendre des lésions du passé ou s'il y a des facteurs génétiques ou autres en tout cas. Alors, l'avantage de ces activateurs plantaires, c'est qu'on peut aussi y ajouter des sangles. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, bien, on peut partir d'une sangle élastique qui va pouvoir agir sur le pied et la cheville. Donc, tous les muscles extrinsèques du pied passent par la cheville. Avec une semelle, on agit sur le pied, certes, mais on n'agit pas sur la cheville. Alors qu'avec des sangles, on va pouvoir agir beaucoup plus fortement, augmenter les bras de levier et faciliter la position de l'articulation, aussi bien sous-astragalienne qu'au niveau tibio-tarsienne. Alors, ces sangles peuvent être mises en tension plus d'un côté ou que de l'autre. On peut les faire passer par l'avant, comme ici c'est le cas pour jouer plus dans un effet freinateur et amortissant. On peut les faire passer par l'arrière et là, on va aider le triceps sural pour avoir un effet rebond, un effet propulsif qui sera meilleur. On peut mixer aussi. Donc, c'est un avantage, tout comme l'ajout de ces éléments qu'on va garder maximum 6 à 8 semaines. Alors, de nombreuses études sont intéressées aux compensations liées à la fixation d'une semelle passive. Quand vous mettez une semelle au pied qui bloque le pied, eh bien, dès le moment que le pied va arriver sur un obstacle, il va devoir s'y adapter. Là, il ne peut pas jouer son rôle d'adaptateur. Ce qui veut dire que c'est le genou qui va compenser. Et on n'aura pas la même chose dès le moment qu'on aura un activateur plantaire au pied, donc une semelle qui va être dynamique. C'est une semelle qui va absorber la déformation du sol, qui va jouer son rôle d'adaptateur. Eh bien, le genou n'aura pas à compenser. Bon, c'est bien connu, vous faites du ski. Si vous avez un choc en skiant, c'est automatiquement le genou qui casse. Bloquer une articulation fait que c'est les étages supérieurs qui compensent. Vous connaissez pour les physios, les kinés, beaucoup plus le tape, le strap. À savoir que maintenant, bon, il y a des études qui ont démontré déjà à partir de 2010 que mettre un strap comme celui-ci en interne va permettre aussi d'inhiber le tibial postérieur et de réduire aussi son activité musculaire. Donc finalement, on arrive au même résultat que de mettre une semelle passive. Bon, l'avantage, c'est que l'immobilisation est limitée dans le temps parce que c'est des bandes qui vont tenir maximum 20 minutes selon les études. Et l'inconvénient, c'est qu'elles ont un effet inhibiteur de la proprioception. Donc, mettre ça en continu n'est pas une bonne chose puisqu'il y a un facteur d'immobilisation.
Alors aujourd'hui, il y a des tapes qui sont plus souples, plus légers, qui vont avoir un effet stimulant sur la peau, donc ça c'est intéressant aussi. Moins d'effet automatiquement d'immobilisation. Et là, on n'a pas le choix, dans certains cas, de dire ouais, je dois mettre un tape, je dois immobiliser, il y a une lésion trop forte. Et là, oui, mettre un tape trop souple ne suffira pas. Donc il faut pouvoir ajuster et adapter. Et c'est là qu'on peut intervenir avec les bandes élastiques, parce que ces bandes durent en continu dans leur tension. Toute une activité sportive, si un sportif doit tenir pendant 1 heure, bien, la sangle va tenir pendant l'heure. On peut adapter, soit on tire très fort et on rigidifie, soit on joue juste sur une petite tension de rappel, et là on se rapprochera du tape cutané. Mais l'intérêt, c'est de dire je rappelle, je ne bloque pas, j'immobilise ou je guide. Là, on aura un effet aussi très intéressant au niveau proprioceptif. Donc on est vraiment dans des outils adaptés en physiothérapie. Alors, comment peut-on renforcer la musculature en proprio-excentrique avec ces sangles ou avec l'ajout d'éléments? Quand on va mettre un élément en interne au niveau d'une semelle orthopédique, enfin une semelle active plutôt, ou même prenons une semelle orthopédique passive qui bloque que en interne, eh bien le pied va être inhibé sur son tibial postérieur, puisqu'il est soutenu comme je viens de vous le dire, mais il va être aussi stimulé sur son long fibulaire ou long péronnier latéral, parce que le pied va glisser latéralement. On va créer une instabilité du pied sur sa semelle, et ce qui va obliger un travail d'un long péronnier. Donc, c'est intéressant d'agir comme ça, aussi bien avec des sangles, mais suite à une entorse de cheville, par exemple, pour éviter qu'on ait une déchirure ou qu'on se fasse l'entorse, on va mettre le pied dans un état de lésion. En plus, on va mettre en tension tous les ligaments, à savoir que les ligaments réagissent seulement en piste externe. Tous ces capteurs proprioceptifs vont être stimulés lorsqu'on va mettre le pied en état de lésion, lorsque les ligaments vont être étirés. Donc l'intérêt de ces éléments, de cette sangle, c'est d'obliger en rééducation, par exemple, suite à une entorse de cheville, obliger la stimulation proprioceptive du long péronnier, et le renforcer aussi, et la stimulation des ligaments. Pour ce faire, il faut éviter de faire une entorse, et c'est l'intérêt de se dire on peut réduire la mobilité donc maximale, éviter d'aller trop loin, de manière à renforcer ce muscle long péronnier latéral ou long fibulaire. Et les études de Santilli en 2009 ont démontré qu'en mettant des renforts et en soutenant le pied en interne, on améliorait le long péronnier et on réduisait donc les récidives d'entorse de cheville. Le seul bémol, c'est que si on laisse le patient mettre ça en continu, eh bien, on va créer une déficience du tibial postérieur. Donc, quand je dis en continu, c'est plusieurs mois. Hein. Là, le patient met plusieurs mois sa semelle qui va devenir passive en interne. Eh bien, on va stimuler le long péronnier, il va devenir très, très, très fort. On va inhiber le tibial postérieur. Et le jour où ce patient va se mettre pieds nus, en été, il va mettre ses sandales ou qu'il va enlever complètement ses semelles, eh bien, son pied va complètement basculer vers l'intérieur parce que son long péronnier est très fort et son tibial postérieur est très faible. Donc, le tibial postérieur ne pourra pas freiner et le pied va complètement devenir plat et s'aggraver dans sa déformation. Alors la gravité, c'est si les ligaments se détendent et les ligaments sont des élastiques, quand on les étire de trop, ben après ils ne reviennent plus dans leur position initiale. Ça c'est la grosse crainte. Donc il faut absolument éviter de soutenir un pied trop longtemps. Donc ça c'est essentiel de mettre des éléments, de mettre des sangles, mais momentanément dans une rééducation en cabinet, en physiothérapie, en kinésithérapie, pour donc dans tous les petits mouvements, tous les petits jeux qu'on a tendance à faire en cabinet en temps normal, mais avec les semelles et les sangles et les éléments pour chercher une proprioception bien meilleure et stimuler de manière plus performante et plus ciblée la musculature. Alors, au niveau des sangles, ben, je reviens un peu sur ce que je vous ai montré au départ, mais on peut utiliser ces sangles partant donc de ces semelles pour agir sur le renforcement, sur la coordination, la proprioception, mais là, on peut le faire aussi carrément dans un geste sportif. Donc, on peut dire tiens, je vais aider un geste pour le tennis, par exemple, ou je peux le mettre en contrainte pour le renforcer. Donc, l'intérêt, c'est de se dire j'oblige le corps à réagir dans sa difficulté pour qu'il puisse se renforcer. Et le jour où vous enlevez les sangles, c'est d'une légèreté énorme et le potentiel sera plus performant. Porter un talon
c'est-à-dire un drop, est idéal pour notre posture, préjugé ou vérité. Donc le drop, c'est vraiment le différentiel entre le talon et l'avant-pied. Ce qu'on appelle plus le drop, c'est dans les chaussures de sport, évidemment. Mais vous voyez ici, pour moi, c'est comme un drop, c'est un petit talon. Donc est-ce qu'il est bon de porter un talon par rapport à notre posture? Bon, bah là, oui. Oui, je vois que beaucoup de personnes mettent des talons, donc automatiquement certaines se sentent mieux et n'arrivent plus à marcher pieds nus. Oui, bon, bah, ça c'est bien, c'est intéressant. Certaines sont plus dans le minimalisme et disent que le talon est très néfaste. Bah, bon, bah, c'est bien, on va en discuter. Pendant mes études de podologie d'orthopédie, on me disait qu'il fallait mettre des talons de 3 à 5 cm de haut. En kinésithérapie, physiothérapie et en ostéopathie, on nous disait 1 à 3 cm. Pourtant, la physiologie, c'est bien pieds nus. On est né pieds nus, on n'est pas né avec des talons. Vous regardez ici une petite chaussure à talons, chaussure très légère d'homme, on va dire chaussure habillée d'homme, pour ne pas abuser dans la hauteur du talon, mais vous voyez le soutien ici au niveau de la voûte, il y a un soutien de la voûte. Donc mettre des chaussures avec un petit talon, c'est déjà favoriser un soutien de la voûte plantaire. C'est déjà porter des semelles orthopédiques passives en continu. En plus, on va raccourcir le triceps sural, on raccourcit le mollet. Un muscle raccourci va devenir un muscle faible. Et à la longue, il risque d'avoir des déficiences et pourra se blesser plus facilement dès le moment qu'il ira sur du plat. C'est pour ça qu'il y a des personnes là, qui me mettent moi, je ne peux plus marcher pieds nus. De fait, vous avez mis des talons trop longtemps. Vous avez créé une raideur du mollet, vous avez créé une déficience. Voilà, alors oui, ben, je vois que certains me disent, oui, j'ai mis du minimaliste et je me suis blessé. Ben, en effet, si vous mettez des chaussures à talons pendant des années, ou même que vous courez avec des chaussures avec un drop élevé, ben, du jour au lendemain, si vous passez du jour au lendemain à du minimalisme, donc avec des chaussures toutes plates, ou courir ou marcher pieds nus, c'est certain que votre musculature va être trop sollicitée. C'est une musculature qui sera endormie, donc elle aura été endormie pendant des années, puis tout d'un coup, vous lui demandez de faire un marathon. Sans progression, sans entraînement, c'est pas possible. C'est comme ça qu'on peut se blesser. Alors, on y arrive sur ces chaussures anti-pronation. C'est pareil, elles ont toutes un renfort. La chaussure anti-pronation soutient, elle empêche le pied de partir vers l'intérieur. On va dire, ben, vous avez le pied pronateur, vous avez le pied plat. Donc, il faut mettre une chaussure anti-pronation. On peut analyser votre foulée dans un magasin de sport, par exemple, voire même chez un podologue, et on vous dira, voilà, l'idéal, c'est soutenir. Cependant, soutenir, c'est mettre une semelle passive. Donc, c'est très, très bon si vous avez mal au pied, si vous avez une douleur particulière, qu'on veut réduire cette mobilité podale et favoriser un raccourcissement de ces muscles en lésion. Donc, pour 6 à 8 semaines, top, extra. Mais après, il faut absolument arrêter, sinon vous risquez d'avoir des compensations. Le pied ne peut plus jouer son rôle d'amortisseur. D'ailleurs, il y a pas mal d'études qui ont démontré ça, que le pied encaisse énormément et qu'à la longue, bah, c'est les étages supérieurs qui vont prendre. Donc, il faut éviter de soutenir trop longtemps. Revenons vers la physiologie, mais par contre, est-ce qu'on peut y aller comme je vous disais, est-ce que le patient peut encore y arriver? Est-ce qu'il a des séquelles? Quel est l'état de progression qu'il va falloir respecter? Il faut pour ce faire déjà faire un bilan complet. C'est là l'intérêt que je vous montrais de faire un bilan de la marche parce qu'on va analyser le mouvement de l'arrière-pied, voir si le timing est bon, voir si les muscles fonctionnent bien. C'est essentiel déjà de comprendre ça. Est-ce que le patient a besoin d'une aide matérielle? Est-ce qu'il faut mettre des activateurs plantaires? Est-ce qu'on doit marcher que 20 minutes d'abord pour commencer? Moi, je pense que l'essentiel, c'est déjà commençons par la vie de tous les jours. Mettez des chaussures plus plates, marchez pieds nus à la maison. Ça me fait toujours rire de voir des patients qui arrivent et qui me disent, voilà, j'ai couru avec des chaussures plates, je me suis blessé. Bon, oui, et qu'est-ce que vous mettez dans la vie de tous les jours? Ils viennent avec des chaussures à talons. Mais donc, en somme, c'est des gens qui n'ont pas l'habitude déjà de marcher pieds nus, ils n'ont pas l'habitude de marcher à plat avec un drop zéro, et puis tout d'un coup, ils se décident d'aller courir en minimaliste parce que c'est la mode et parce que c'est la physiologie. Oui, mais là, on respecte rien. Il faut commencer par la base. La base, c'est déjà marcher correctement, réveiller notre musculature, notre proprioception, ensuite pouvoir évoluer. Alors, la chaussure neutre, qui a un drop, a aussi un soutien de la voûte. Malheureusement, dès qu'on va mettre un petit talon, c'est comme pour la chaussure de ville que je vous montrais, mais il y a un soutien de la voûte. Donc, il faut déjà privilégier une chaussure universelle, mais malheureusement, plus vous allez monter dans le drop et plus vous aurez du soutien.
alors automatiquement, vous allez perdre en amortissement, donc vous allez perdre en mobilité, votre pied va s'enraidir aussi sur le long terme, et c'est les genoux qui vont à chaque fois devoir compenser, genoux, hanches, on est toujours sur les étages supérieurs. Donc c'est difficile, vous allez me dire, oui, c'est très difficile de trouver des bonnes chaussures. Alors là, vous pouvez toujours aller voir sur le site Clinique OPS, vous allez dans le menu articles et vous verrez des chaussures. On a testé plus de 1000 paires de chaussures. Dans ces chaussures, vous avez les critères et on explique aussi les étapes de progression en fonction des différents drops. Mais à vrai dire, je vous conseille avant toute chose, c'est de faire un bilan complet orthokinésique. Donc, vous faites un bilan de la marche, un bilan de la posture pour qu'on quantifie bien le défaut musculaire, le défaut proprioceptif et qu'on puisse vous proposer un protocole de rééducation. Ça, c'est essentiel qu'on fasse les choses dans un bon ordre. Alors, les aliments mixés ou tendres sont conseillés pour nos enfants. Préjugés ou vérité? Alors là, on voit les compotes, évidemment. Quand un enfant commence à manger, au départ, il n'a pas de dents de lait. Donc oui, on est obligé de passer sur des aliments qui sont plus mixés. On voit le pain avec, on élimine les croûtes. Hein. Maintenant, les enfants détestent les croûtes. Il faut du pain sans croûte, c'est devenu à la mode. Donc, est-ce que les aliments mixés ou tendres sont conseillés pour nos enfants? Alors, je vois un peu de tout. Je vois que certains me disent que oui, même à l'adulte, ils mangent que du mou. Oui, d'autres disent ah, voilà, quand même des personnes qui pensent à la musculature. Bon, voilà, quand on va mastiquer, il faut savoir qu'on mastique comme des vaches. On mastique à gauche, à droite. Notre mâchoire, elle va à gauche, à droite. Elle va en cisaillement, donc en même temps, elle monte. Elle va cisailler les aliments. Donc, on mastique en alterné gauche-droite. Alors, évidemment, si je suis droitier, je vais commencer par la droite. Je vais mettre ma cuillère en bouche à droite. L'aliment, il est mou, je vais le mastiquer un ou deux coups, puis je vais avaler. Et je vais refaire ça ainsi de suite. Donc, l'inconvénient, ce qui va se poser si on mange toujours que du mou à la longue, c'est que notre musculature ne va plus pouvoir alterner gauche-droite. On va rester sur le côté droit, par exemple pour une personne droitière, et on va créer une asymétrie de coordination musculaire et une asymétrie aussi de tonicité musculaire. Donc, on va se retrouver avec une musculature peut-être plus forte à droite si on est droitier, ce qui peut favoriser une inclinaison de la tête à la longue. On se retrouve avec des adultes qui ont la tête un peu inclinée et la posture va suivre. Automatiquement, il faut trouver des compensations parce qu'on a un décalage dans le port de tête. Alors, il faut savoir que le développement maxillofacial se fait grâce à la musculature. Un enfant qui a des dents de lait a des dents qui sont plus petites et moins nombreuses que les dents définitives. À partir de 6 ans, ces dents définitives vont prendre place. Mais si on n'a pas l'espace au niveau de l'ossature, eh bien les dents vont se chevaucher. C'est comme ça qu'on a des troubles orthodontiques. Donc c'est grâce à la musculature, comme ici par exemple, les masséters qui vont tracter le maxillaire inférieur par tension. Il faut savoir que le muscle est plus fort que l'os. On a la langue qui va aussi mettre une pression sur le maxillaire supérieur et pareil, l'air va mettre une pression interne, ce qui va favoriser un développement de cette partie supérieure. Donc, grâce à ces éléments, on a une mâchoire qui va pouvoir se développer et qui va favoriser ainsi la possibilité ou l'accueil de nos dents définitives. Alors, c'est comme ça qu'on s'est intéressé aux activateurs buccaux, ces activateurs qui sont des outils de rééducation pour renforcer la musculature déficiente, renforcer pour favoriser la compensation des aliments mixés et pour favoriser aussi des solutions, des améliorations en tout cas orthodontiques. Alors, tous ces activateurs, on a la tétine buccale, on a l'orthèse buccale active junior, l'orthèse buccale active adulte, on a, ça c'est pour les marques Kinépod, et on a les activateurs buccaux TDOP, TDOP et TDOP+. Bon, tous ces outils permettent de renforcer en endurance et d'améliorer la coordination musculaire, l'équilibrage gauche-droite. Donc, si vous avez un déséquilibre proprioceptif, voire musculaire en latéral, ça va permettre d'équilibrer les mâchoires, ça va stimuler la proprioception et ça peut aussi être utilisé passivement dans le cas de bruxisme pour les gens qui serrent les dents la nuit, s'il faut dormir avec, et dans le cas de ronflement. Alors, voilà comment un activateur peut être utilisé. On peut jouer en propulsion et rétropulsion, avant-arrière, contre-résistance, en latéralité. On va chercher les amplitudes inhabituelles, évidemment.
Et on va essayer de symétriser tout ça. Et en mastication, toujours douce, ça doit être une mastication qui va aider vers l'endurance. Le but, c'est pas de travailler sur la force, puisque la force, on l'a, c'est d'y aller en douceur pour stimuler correctement l'équilibre gauche-droite au niveau de la musculature. Alors, on va améliorer toutes les fonctions. La respiration, si un enfant doit dormir la nuit avec cet activateur, ben, il sera obligé de respirer par le nez. La langue va devoir retravailler parce que l'enfant aura moins de place dans sa bouche. La langue le patient va hyper saliver automatiquement. Et donc, il va devoir déglutir. La mastication va être améliorée, la force est automatiquement de jouer avec. Et la phonation, donc ça, c'est pour tous les enfants qui ont des difficultés finalement de proprioception, de gestuelle au niveau de la langue. Et souvent, bah, si la musculature est faible, c'est logique, bah, la proprioception est difficile. Alors, l'équilibrage peut se faire aussi chez les sportifs. On le voit souvent, on voit ces sportifs qui mettent ces gouttières, on se dit pourquoi ils mettent des protège-dents. En fait, c'est tout simplement des activateurs buccaux. Hein. Le premier a été Tiger Woods, qu'on a dû mettre un activateur pour rééquilibrer son port de tête lorsqu'il jouait. Parce que si vous avez un port de tête déséquilibré, bah, s'il faut compenser au niveau postural, et c'est une dépense d'énergie qui fait qu'il était moins performant dans sa perception, sa proprioception. On le voit dans les sports comme le basket, dans le handball, et la majorité, c'est plus pour rééquilibrer leur mâchoire. Alors, on peut les utiliser durant l'activité, bon, ce qui peut des fois être plus difficile pour la respiration. Ça peut être utilisé en contrainte respiratoire en course à pied. De cette manière, on oblige un développement des capacités cardiovasculaires et pulmonaires. C'est mettre le corps en contrainte comme quand on va courir en montagne, hein, en haute altitude. Et ça peut être utilisé à l'échauffement pour avoir une action libératrice des déséquilibres qui sont en lien avec la mâchoire. Donc ça, on le voit souvent, comme chez les footballeurs. On a vu Ronaldo souvent mettre un activateur à l'échauffement ou même pendant les matchs lorsqu'il est trop nerveux. Alors, la tétine est indispensable. Elle apaise nos enfants, préjugés ou vérité. Alors, pour ceux qui ont des enfants, dites-moi, est-ce que vous gardez ces tétines? Oui, toute la nuit, je vois, toute la nuit, mon enfant, je vois, dort avec la tétine. Bon, est-ce que c'est une bonne chose en soi de dormir avec? Ah, ça l'apaise, tout à fait. C'est sûr, il dort directement. Ben, en effet, mettre une tétine classique est apaisant. Ça, les études l'ont démontré. Il n'y a rien à faire. Quand vous mettez une tétine à un enfant, c'est un peu comme s'il se rapprochait, il se remettait au sein de sa maman. Il est dans la succion, ça lui rappelle sa mère, c'est directement le lien avec sa mère et il va tout de suite être apaisé. Donc, en cas de stress, oui, on peut très bien lui mettre une tétine, ça va le calmer. Par contre, l'idéal, c'est de l'enlever dès le moment qu'il s'endort ou qu'il s'apaise. Un enfant qui met une tétine pour s'endormir, je vous conseille d'aller l'enlever parce que s'il doit téter toute la nuit, on va se retrouver avec des déséquilibres. Les déséquilibres, c'est qu'on se retrouvera avec une langue basse. Parce que quand vous allez mettre une tétine en bouche ou un pouce en bouche, la langue devient basse, elle est hypotonique et à la longue, on va risquer un trouble orthodontique. On va aussi favoriser des déficiences. Après de phonation, bon là vous voyez un enfant qui a même les lèvres hypotoniques, donc il va se retrouver avec des déviations dentaires, des troubles de phonation, des troubles de déglutition, et en sachant que la langue vient s'accrocher sur l'ostéoïde, on peut se retrouver avec des troubles au niveau de la tête, dans le port de tête. Alors, c'est apaisant, c'est intéressant de mettre une tétine classique, mais seulement jusqu'à 2 ans. Dès le moment que l'enfant a des dents de lait qui sortent, il faut absolument s'en séparer. Si l'enfant a vraiment besoin d'apaisement, à ce moment-là, il faut trouver une solution et là, on ira plutôt vers ce type de tétine, la tétine buccale active. Ça, c'est un activateur buccal, une double gouttière avec un relevé lingual qui a le but de stimuler la langue pour que la langue puisse aller vers le palais. Ça permet de substituer aux tétines classiques et l'enfant va pouvoir le mastiquer, jouer avec, éliminer la succion, mais à force, inconsciemment, il va déjà le mastiquer. Vous lui mettez en bouche, ça va travailler et vous allez très rapidement voir sa dentition changer. À titre d'exemple, ici, on voit un enfant qui a une bouche hypotonique, une langue qui ressort et sa dentition donc, qui est en béance. Hein, et très rapidement, il se rectifie en mettant une tétine buccale. Donc, en 10 mois de temps, on voit l'amélioration. On est dans de l'orthodontie finalement fonctionnelle. Et beaucoup de dentistes maintenant travaillent dans ce sens.
Alors, le traitement orthodontique n'est pas efficace longtemps. Préjugé ou vérité? Donc, pour tous ceux qui ont porté des appareillages orthodontiques et qui ont enlevé, est-ce que ça a tenu suffisamment longtemps? Est-ce que ça tient toujours? Oui, donc je vois qu'il y a beaucoup de rechutes. Ah, voilà, là on arrive. C'est intéressant. Donc je vais y arriver justement. Voilà, donc quand vous mettez des bagues, toutes ces bagues, c'est un peu comme si vous mettez un plâtre au niveau de la dentition. Il faut savoir que la dent, elle s'enclave dans l'os et que l'os va maintenir cette dent par tension. Donc, si vous n'avez pas de pression sur la dent, c'est la loi d'action-réaction. Si vous n'avez pas de pression, l'os va devenir poreux et la dent va se déchausser. Donc, il est important de mettre une pression sur la dentition. Les dents de devant ont tendance à se déchausser parce que c'est les dents qu'on utilise le moins pour mastiquer. Donc, il faut absolument remettre de la contrainte pour que progressivement la dent remonte dans l'os et soit bien enclavée dedans. Bon, maintenant, il y a pas mal d'études depuis 1973, ou 73 pour les Français. Depuis 1973, on a une rechute. Il a été démontré qu'il y a une rechute dans les 2 heures qui suivent le traitement orthodontique. Donc, dès qu'on enlève les bagues, les dents rebougent. Et tout simplement parce qu'on a cet effet plâtre. Ces bagues vont immobiliser toutes les dents ensemble et vont faire que l'os va devenir poreux. Dès le moment qu'on enlève ça, eh bien, on n'a pas cette stabilité sur la dentition et le risque, évidemment, c'est que ça se déchausse. Alors, le pire, c'est que si on n'a pas corrigé la cause, si on n'a pas travaillé sur une langue hypotonique, eh bien, la langue va repousser directement sur les dents et ça va repartir de plus belle. Donc, à quoi bon mettre des prix de fou dans un traitement si je rechute directement après? Et c'est pourquoi maintenant on met des bagues donc des bagues de contention. Les orthodontistes mettent ça. C'est une bague qu'on va mettre un petit plâtre entre guillemets qu'on va garder à vie pour stabiliser la dentition. Maintenant, le risque, c'est qu'on garde un plâtre et si on ne met pas assez de contraintes sur ses dents en mastiquant, eh bien, elles se déchausseront toutes en même temps. Donc attention à ça, je vous conseille de créer de la sollicitation et d'utiliser de la contrainte dessus. Donc on peut utiliser des activateurs dentaires, pardon, ça c'est un élément intéressant aussi, mais déjà mastiquer vos aliments, essayez de prendre des aliments un peu plus durs. Alors pour éviter une rechute orthodontique, il est conseillé de renforcer la musculature, donc de la renforcer avant. Si la cause d'un trouble orthodontique est liée au muscle, c'est un peu dommage de commencer à renforcer le muscle après. Il faut déjà le faire avant. Et en plus, s'il peut favoriser un meilleur développement maxillofacial, tant mieux. Si au niveau osseux, c'est mieux, tant mieux. S'il faut accélérer le processus, mettre des appareillages avec roulettes, des écarteurs au niveau du palais et autres, ben voilà, s'il faut le faire, c'est bien. Mais à côté de ça, il faut rééduquer la musculature. C'est quand même la base. Alors, les écrans, TV, tablettes, téléphones abîment nos yeux. Préjugés ou vérité? Ah, je vois que certaines personnes mettent des lunettes donc depuis qu'ils sont devant leurs ordinateurs. Il y en a qui disent que ça n'a rien à voir, ça ne peut pas abîmer les yeux. En somme, je vois une majorité de personnes qui disent que les écrans n'abîment pas les yeux, sinon on serait déjà tous aveugles. Bon, déjà, les yeux, il n'y a pas que la vue, il y a des muscles. Si vous regardez les muscles tout autour des yeux, dans le globe oculaire, vous avez des muscles qui font le tour et qui vont servir à guider le globe oculaire de manière à suivre la cible et chaque œil doit travailler en parfaite coordination avec l'autre œil de manière à pouvoir visualiser en 3 dimensions. Alors, on peut faire des tests aussi de convergence. C'est un test pour voir avec un stylo ou un crayon. On rapproche ce crayon au niveau du nez pour voir si la personne arrive à loucher parfaitement. Et là, on pourrait voir comme ici à gauche que l'œil gauche lâche, la musculature n'est pas capable de gérer. En fin de mouvement, l'œil gauche, il part. Donc ça, c'est plutôt un défaut d'ordre musculaire. Alors dans ces défauts d'ordre musculaire, on a 2 types de défauts. On a les défauts qui sont permanents et les non permanents. Donc le permanent, ça va être une personne qui est née avec un déficit musculaire et qui louche, tout simplement. Donc là, le risque, c'est qu'on l'opère, mais ça peut être couplé aussi à un problème de musculature en proprioception ou en force musculaire, tout simplement.
Et ce qui fait qu'on pourrait avoir en fin de journée une personne qui va loucher alors qu'au début de journée, elle ne louche pas. C'est-à-dire que fin de journée, elle fatigue. Donc, on se retrouve devant un écran trop prolongé, on surstimule notre musculature et puis voilà, l'œil fatigue, enfin le muscle fatigue et l'œil se dévie. Donc, on a les personnes qui vont loucher en interne, il y en a qui vont être en externe, il y en a qui vont avoir l'œil qui va monter en haut et en bas. Il y en a qui vont descendre. Donc, vous avez tout ça va être en lien en fonction des muscles qu'on a, comme vous pouvez le voir, qui obligent l'œil à voyager de haut en bas, de gauche à droite. Et oui, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la vision artificielle. C'est tous ces écrans. Il faut savoir quand même que les 16-24 ans sont 8 heures par jour en moyenne devant ces écrans. C'est énorme. Et ces écrans vont favoriser une surstimulation et une surfatigue de nos muscles. On leur demande tellement qu'à un moment donné, eh bien, il y a un trouble de la coordination qui s'installe et ça peut créer des déviations. Il est conseillé de réduire, en fait, ou plutôt de relâcher notre musculature en sortant dans une vision plus périphérique. Toutes les 20 minutes, il faudrait regarder au loin, regarder à gauche, à droite, ne pas rester focalisé sur l'écran. Parce que c'est rester focalisé sur une zone, c'est une surstimulation continue. En plus, vous regardez même la télé, ça peut bouger dans tous les sens. Et il faut pouvoir détendre nos muscles et laisser se reposer de temps en temps. Donc, on conseille toutes les 20 minutes de relâcher pendant 20 secondes en regardant un peu plus loin, à gauche, à droite. On a aussi un outil, je vous montrerai après, la planche oculaire active qui permet de détendre cette musculature et de faire un réglage proprioceptif. Alors, les écrans trop lumineux et à reflets sont aussi mauvais. On sait que la lumière bleue peut être gênante aussi pour la myopie. Mais les écrans trop lumineux peuvent aussi agresser et forcer au niveau des muscles. Vous vous levez le matin, vous avez une lumière trop forte, c'est pas agréable, vous fermez les yeux quasiment. Donc ça, il faut le savoir. Et en même temps, les filtres anti-reflets peuvent être intéressants parce que vous regardez par exemple une télévision, il y a des reflets, vous avez une fenêtre qui est peut-être juste à côté. Et dès qu'il y aura du soleil, vous avez le reflet qui arrive sur cette télévision. Et votre musculature va forcer par rapport à ces reflets. Vous n'allez plus voir ce reflet. Entre guillemets, vous devez vous adapter. Ce qui veut dire qu'il y a une compensation qui se fait au niveau musculaire. Il faut savoir aussi que la concentration est augmentée. Les yeux clignent 3 à 10 fois moins, selon les études, quand on est devant un écran. Vous regardez un film, vous regardez l'ordinateur, vous êtes hyper concentré. Vous ouvrez grand les yeux et vous clignez moins des yeux. Ce qui fait que l'œil est moins lubrifié et il aura tendance à s'assécher, ce qui fait que vous allez forcer encore plus sur votre musculature. Attention aux lentilles aussi, parce que les lentilles favorisent un assèchement. Donc, quand on met trop de lentilles, et certains dorment même la nuit avec, ça c'est ridicule. Mais voilà, les lentilles favorisent un assèchement. Bon, c'est un avantage au niveau du centrage optique, c'est performant, mais c'est bien de laisser reposer de temps en temps en alternant avec des lunettes. Donc, l'essentiel, c'est de changer de support tant que vous pouvez, passer de l'écran au papier. Personnellement, quand j'ai des tâches administratives, je suis devant un écran, mais j'alterne, j'ai toujours une feuille à côté pour écrire là où je mets ma souris finalement et je prends des notes dessus. Ça me permet de sortir de mon écran de temps en temps. Alors, l'outil de rééducation intéressant, qui peut être un outil diagnostique, c'est la planche oculaire. On peut la mettre comme ça, de manière horizontale, et le patient va regarder la ligne centrale. Celle-ci va se dédoubler et il doit converger pour faire loucher chaque ligne sur chaque point. Donc, cet outil va permettre de visualiser si le patient arrive à le faire, donc si ces deux muscles travaillent parfaitement en coordination. Et on peut le faire donc sur toutes les lignes, latérales, gauche, droite, de voir si de chaque côté, il est capable de gérer ça. Si on voit qu'il y a une déficience d'un côté, au moins l'informer qu'il faudra rééduquer ça. À force, le patient peut s'auto-juger et peut voir déjà au départ ses déficiences. Ensuite, on peut mettre la planche de manière verticale. Alors, ce sera différent parce que là, chaque œil va voir une ligne et ils vont devoir croiser de la même manière pour rééduquer la musculature. Alors, cet outil fonctionne, il y a deux niveaux, il y a un niveau A, un niveau B, il y a 2 degrés de difficulté. C'est vraiment un outil intéressant pour relâcher la musculature, pour favoriser un petit rappel proprioceptif. Et moi, je l'utilise régulièrement, comme je disais, dans les pauses, pendant toutes les 20-30 minutes. Je joue avec quelques secondes. Ça me permet de décontracter la musculature. Et c'est un outil qui peut être utilisé chez soi. Le patient peut l'utiliser pour renforcer sa musculature quand elle est déficiente, assurer un bon équilibrage entre les deux yeux, gauche-droite, améliorer la proprioception et l'endurance musculaire.
Finalement, c'est de la rééducation orthoptique hein, qui est faite à la maison et beaucoup d'orthopticiens utilisent déjà cet outil. Maintenant, l'avantage, c'est que quand la musculature est très faible, trop faible que pour tenir 20 minutes en séance d'orthopsie, ben là, on peut le faire progressivement d'une minute à l'autre. On augmente petit à petit et puis quand on arrive au top, on peut aller plus facilement faire une séance complète chez un orthoptiste pour approfondir. Alors, nos objectifs thérapeutiques à atteindre, bon, c'est sûr, on veut toujours la perfection en tant que thérapeute. Bon, Mademoiselle Fichter, c'est mon cas idéal parce qu'elle était bien déséquilibrée, comme je vous l'avais montré. Elle penchait sur la gauche. On lui a mis des activateurs plantaires, on lui a mis des activateurs buccaux et directement, voilà, tout s'est équilibré. En 6 mois de temps, c'était parfait. Il s'en est suivi de la rééducation orthokinésique par la suite. Là, au moins, on peut dire manipuler derrière, c'est bénéfique parce que ça va tenir. En attendant, avant, ça ne tenait pas. De profil, elle avait la tête bien en avant, le dos en avant, et puis après 6 mois, là, directement, une posture équilibrée. Au niveau de la dynamique, elle avait le pied bien déformé vers l'intérieur. On voyait qu'elle était dans le rouge alors qu'il faut être dans le blanc. Ben, après 6 mois de temps, vous voyez une nette amélioration où on se retrouve avec des pieds qui étaient parfaits. Bon, ça c'est mon cas parfait. Je vous rassure, on n'a pas que des cas parfaits. L'objectif c'est pas de rendre tout le monde identique et parfait. Mon objectif en tant que thérapeute, c'est de faire en sorte que le patient aille mieux, qu'on le retrouve, qu'on améliore qu'on l'améliore et qu'on retrouve son meilleur état d'équilibre. Il y a des séquelles, il peut y avoir des déformations, il y a des éléments sur lesquels on ne pourra jamais agir et ça, bon, on le sait, on devra faire avec. Mais le but n'est pas de redresser tout le monde, le but est de trouver le meilleur équilibre pour le patient pour qu'il souffre le moins possible et qu'il soit le plus fonctionnel possible. Alors, en somme, il est important de sortir de votre zone de confort progressivement. Il faut travailler en alternant, debout, assis. Mobilisez votre corps dans les amplitudes inhabituelles régulièrement. Faites du sport en variant les terrains et en changeant de direction. Ça, c'est essentiel. Moi, ça m'arrive souvent de courir même en marche arrière pendant 100 mètres, juste pour réitérer tous les muscles de la chaîne antérieure qui étaient raccourcis durant la journée. Alternez le type de chaussures, variez les talons. On peut mettre des talons hauts. Je ne suis pas contre les talons. Je dis juste qu'il faut éviter de mettre ça en continu toute la journée. On peut alterner. On est capable de monter une montagne, mais de la descendre aussi. Donc, on doit pouvoir alterner du plat un jour, du talon haut un autre jour. Donc, il ne faut pas retirer toute la féminité aux dames. Seulement, il faut éviter de mettre du continu des talons. Assurez du pied nu un maximum, surtout pour les enfants. Et attention à la progression si vous voulez vous mettre à courir pieds nus et faire du minimalisme. Alors, nous ne sommes malheureusement pas tous égaux à la naissance. Il y en a qui sont nés avec des déformations de pieds, ils ont des pieds plats. Ça favorise une posture antérieure. Il y en a qui ont une langue hypotonique, pareil, avec un frein trop court, par exemple. Ça va favoriser aussi une tête en avant. Les déficiences oculaires, on peut être myope. Le patient est myope, c'est génétique. Eh bien, il va aussi se mettre en avant pour mieux voir. Je vous ai parlé aussi des facteurs oculomoteurs. Les déficiences auditives, qu'est-ce que vous dites? Bon, on a une asymétrie, ça peut favoriser des rotations de tête en continu. Enfin, donc, tous ces éléments sont difficiles à quantifier au départ pour monsieur et madame tout le monde et c'est notre rôle de pouvoir faire des bilans. Donc, l'orthokinésie va rechercher ces causes, va chercher le pourquoi le patient est dans un trouble postural ou est dynamique. Et on va proposer des solutions de rééducation pour améliorer le patient. Je vous remercie pour votre attention. À présent, si vous avez des questions, vous pouvez me les écrire et je me ferai plaisir de vous répondre. Alors, cette question, c'est la formation d'orthokinésie dure combien de temps? Donc, la formation d'orthokinésie se fait en 2 modules de 4 jours. Donc, le premier module est un peu plus théorique, mais le deuxième est plus avec analyse biomécanique, avec des cas cliniques, où on utilise un logiciel aussi. Alors, est-ce qu'il y a obligation d'acheter un logiciel pour pouvoir pratiquer l'orthokinésie? Non, il n'y a pas d'obligation d'acheter le logiciel. L'orthokinésie, c'est vous permettre à déjà détecter sans logiciel, voir les défauts. Après, si vous avez le besoin d'aller plus loin et d'être plus précis, ça c'est une autre affaire. Mais la formation n'oblige aucunement à un achat quelconque. Alors, est-on
est-on en concurrence avec des professionnels de la santé comme des podologues ou des orthopédistes, si on est kinésithérapeute ou physiothérapeute? Non, pas du tout. C'est des outils complètement innovants. L'orthokinésie, c'est une nouvelle profession. C'est breveté, donc il faut le savoir que c'est des semelles complètement brevetées. Il n'y a pas du tout de concurrence. Bon, là, je vois que c'est plutôt pour la France que vous me dites ça. Il faut savoir aussi qu'en France, la podologie est limitée à la base dans les compétences à faire des semelles pour affection épidermique et inguéale. On ne fait pas des semelles pour affection épidermique et inguéale. Donc, on fait des semelles pour rééduquer des troubles plutôt d'ordre fonctionnel et posturaux. Donc, il n'y a aucune concurrence. D'ailleurs, on ne bloque pas les podologues non plus à venir. Vous êtes bienvenus, les podologues, à venir à cette formation parce qu'elle est ouverte à tous les professionnels de la santé qui sont du mouvement. L'objectif, c'est qu'on travaille tous ensemble et qu'on soit tous en accord. On n'est pas dans un objectif de faire de la concurrence. C'est ridicule. Tout fonctionne. Comme je vous l'ai dit, les semelles passives marchent. Maintenant, il faut savoir les utiliser à bon escient. Les semelles actives fonctionnent aussi et il faut savoir les utiliser aussi correctement parce que c'est pareil, il y a des états de progression, ça va dépendre de l'examen. Donc non, il n'y a pas de concurrence. Maintenant, si vous tombez sur des podologues qui considèrent que c'est de la concurrence, c'est triste. C'est pareil pour les dentistes. Vous pourriez avoir des dentistes qui vont dire que c'est de la concurrence alors qu'il y a aussi des gammes adaptées pour les dentistes et qui sont adaptées complètement pour la rééducation et l'orthodontie. Donc non, tant que vous êtes dans la rééducation fonctionnelle et qu'on respecte ça, on respecte les compétences de chaque profession et il n'y aura pas de problème. Alors, il faut savoir que l'aboutissement, oui, c'est ce que je vois là, clinique OPS, c'est l'aboutissement à l'orthokinésie. Ça peut, pas nécessairement. C'est-à-dire que ceux qui veulent acheter un logiciel, qui veulent aboutir au concept complet, eh bien, ils peuvent devenir des cliniques orthopédie, posture, sport. À partir de ce moment-là, là, tous les bilans, vous ne serez plus seul. C'est-à-dire que vous êtes accompagné d'une équipe de podologues, orthopédistes, de physio, kiné, ostéopathes, dentistes. C'est-à-dire que vous allez faire un bilan, vous êtes le spécialiste du bilan, c'est votre métier. À partir de là, nous, on va pouvoir analyser votre bilan, vous nous l'envoyez, on analyse le bilan, on a une cellule thérapeutique qui analyse chaque bilan. Vous n'êtes pas tout seul, on va vous aiguiller, on va vous dire ce qui ne va pas, on va travailler ensemble, on va communiquer sur vos patients. À partir de là, le patient, lui, on lui évite aussi d'aller voir tout plein de thérapeutes qui ne servent à rien. Là, on se met déjà en accord. Et si après, il y a nécessité à aller plus loin, s'il y a nécessité à renvoyer le patient vers d'autres thérapeutes, eh bien, on pourra le décider de manière réfléchie. Voilà. Eh bien, non, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Parfait. Ah, si, une question sur la manipulation. Oui, la manipulation en orthokinésie, puisque là, la question c'est est-ce que ça prend du temps de manipuler en orthokinésie? Donc, la manipulation en orthokinésie ne dure pas beaucoup de temps. Hein. C'est une technique qui dure entre 5 et 10 minutes maximum. À moins que vous vouliez vraiment faire tout le corps, mais on n'est pas là pour tout libérer. L'objectif, c'est de réajuster les tissus sur leur trajet. Donc, c'est très puissant comme méthode dans le sens que ça va très vite, ça fonctionne très très bien sur des maladies, des pathologies chroniques, en aigu aussi, pour les torticolis. On peut y aller en douceur, on peut y aller plus fortement, mais c'est une technique qui est très rapide. Ouais. Elle est très, très facile. Oui, si je vois, on me demande si c'est une technique qui se rapproche des méthodes de rebouteux, comme des méthodes de l'orthopraxie, méthode Niromaté, Monéron. En effet, il y a des points de similitude. À la différence avec ces méthodes, c'est que nous, on travaille sur des trajets, sur des réajustements des trajets, un peu comme les rebouteux qui remettaient les nerfs en place. Finalement, ça peut donner cette impression pour le patient. On ne travaille pas juste sur des points particuliers qui sont sur des points qui pourraient être réflexes uniquement, même si on peut le faire, c'est efficace. Aussi, ça, il n'y a rien à dire, c'est des bonnes méthodes. Mais disons que là, nous, on va travailler différemment sur des trajets où on va lever des adhérences, on sera plus puissant en profondeur, puisqu'on ira on ne va pas s'arrêter juste autour d'une articulation. Alors, par rapport aux sangles, oui, c'est vrai que la formation est ouverte. Elle est ouverte aussi aux coachs sportifs puisque les sangles intéressent assez bien les coachs sportifs. Maintenant, les coachs sportifs rentrent, c'est une profession médicale à part entière puisqu'il y a des remboursements pour les affections longue durée. Donc maintenant, les coachs sont rentrés dans le corps médical et ont accès à la formation. Donc oui, la formation
intéresse peut-être plus, oui, je vois, par rapport aux sangles, pour la rééducation globale au niveau des sangles, le renforcement, la proprioception. Bon, ben, ça, tout à fait. La formation, elle est ouverte à qui? Aux podologues, aux orthopédistes, aux kinésithérapeutes, aux physiothérapeutes, aux ostéopathes, aux dentistes, aux logopèdes, aux logopédistes, aux orthoptistes et aux coachs sportifs. Globalement, je pense que je vous ai énuméré un peu toutes les professions, enfin les médecins aussi, mais c'est vraiment toutes les professions propres dans le médical. Et l'intérêt vraiment de cette méthode, c'est de faire le lien, j'insiste bien, le lien entre toutes ces professions. On n'est pas là pour se taper dedans, on n'est pas là pour se faire de la concurrence. La concurrence est ridicule à mon sens. On est là pour le bien du patient. Toutes les méthodes fonctionnent. L'orthokinésie peut être un complément si vous le souhaitez. Ça peut être une méthode à elle seule. Moi, je le pratique en tant que tel, mais ça peut être très bien une complémentaire parce que il y a rien à faire. On ne peut pas dire que les étirements ça sert à rien. On ne peut pas dire que le renforcement ça sert à rien. C'est efficace, c'est nécessaire. Toutes les méthodes sont efficaces. Le tout, c'est d'arriver à comprendre à quel moment on doit pouvoir utiliser notre méthode, que ce soit au niveau somato-émotionnel, que ce soit au niveau biomécanique, et pouvoir gérer le corps humain dans sa globalité, puisque à côté de ça, c'est là où c'est plus complexe. On va retrouver l'aspect psychologique, l'aspect métabolique qui vont s'ajouter à cet aspect biomécanique. Donc le corps humain, c'est très complexe. Il n'y a personne qui a la science infuse. Je ne l'ai pas. Moi, j'ai juste fait le lien entre différentes professions. J'ai essayé de comprendre de manière plus logique. Après, si tout ce que je vous dis ne vous semble pas logique, n'hésitez pas à me le dire. Mais c'est faire un lien entre entre chaque profession pour que tout le monde trouve un accord et puisse communiquer correctement. C'est surtout ça qui me désole, c'est qu'on se tape tous dedans parce qu'on n'est pas en accord, on croit tous qu'on a raison, mais finalement tout le monde a un parti raison et tout le monde a un parti tort. Il faut juste trouver là où on n'a pas, là où le bas blesse, et c'est sur ce point que l'orthokinésie va insister. Donc j'espère que dans cette conférence, je vous aurai un peu ouvert l'esprit sur certains points, sur des facteurs qui semblent, à mon sens, logiques. Et la formation s'ouvre beaucoup plus loin, évidemment, que sur cette petite conférence, mais vu qu'on est réduit dans le temps aussi. Mais donc, on a aussi beaucoup plus de pratique et vous êtes capable, en sortant de la formation, de faire des bilans complets d'analyse de la marche, de la posture. Vous êtes capable de choisir les meilleurs traitements, que ce soit des orthopédiques actifs, de faire de la manipulation dynamique, d'ajouter les sangles. Et vous pourrez aussi très bien travailler en collaboration avec d'autres professionnels de la santé en fonction du bilan et en fonction des souhaits que vous aurez. Voilà. Bon, je vois que j'ai pas d'autres questions. Super. Bon, je vous remercie. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à nous informer si vous avez nous communiquer des questions, si vous avez des besoins. Voilà. À bientôt. Au revoir.